Le Soleil est l'étoile la plus proche de la Terre. À l'automne 2003, il a libéré une quantité d'énergie équivalente à 200 milliards de bombes atomiques. Cela a provoqué un raz-de-marée de particules chargées de chaleur qui se déplaçaient à des vitesses dépassant les 9,5 millions de kilomètres par heure. Ce fut l'une des plus grandes tempêtes solaires de l'histoire, atteignant la Terre. L'énergie du Soleil qui a frappé la Terre a contraint les astronautes à se réfugier dans les zones les plus protégées des vaisseaux spatiaux. Il y a eu des pannes d'électricité, les communications ont été interrompues et les avions ont dû être mis à l'abri. Ce fut un ouragan de tempête spatiale. Bien que de grands dommages n'aient pas été causés, ces tempêtes nous ont rappelé que nous vivons toujours à la merci du Soleil, car il contrôle tous les aspects de notre vie, le climat, la nourriture et nos corps. Nous vivons dans l'atmosphère du Soleil. Notre planète et les autres du système solaire vivent sous l'influence du Soleil. Mais cette influence est-elle en train de changer? Est-elle de plus en plus grande? Allons-nous perdre la protection qu'il nous offre contre les rayons cosmiques les plus dangereux? Notre civilisation, si dépendante de la technologie, pourra-t-elle résister à une super tempête solaire? Parfois, les effets sont si graves qu'ils peuvent être catastrophiques. Mais quand se produira la prochaine super tempête? Le Soleil 3, 2, 1, libération. La mission IBEX a été lancée à l'automne 2008. La NASA a lancé l'IBEX, l'explorateur de la frontière interstellaire. Une partie de sa mission consiste à étudier l'effet du Soleil dans les régions les plus éloignées de notre système solaire. Une tentative de plus pour découvrir l'impact des étoiles sur notre système solaire, notre planète et notre vie. Le Soleil nous donne la lumière et la chaleur. Sans lui, nous ne serions pas en vie. Les humains sont intéressés par ce qui se passe autour d'eux. Nous aimons comprendre notre quartier. Et dans l'univers, le Soleil est notre rue, notre quartier. Le Soleil affecte notre humeur. Il est le père de toutes les autres planètes, car elles sont influencées par son humeur. Nous devons savoir comment il évoluera et comment ces changements constants nous affecteront sur Terre. Le Soleil. Si nous voulons comprendre l'univers et les étoiles qu'il compose, il est important d'étudier celle qui est la plus proche. Nous avons appris plus sur le Soleil au cours des 40 ou 50 dernières années que durant toute l'histoire. Cette ère dorée de la recherche a débuté avec une mission unique qui nous a offert des images rapprochées du Soleil depuis l'atmosphère terrestre. La zone sera dégagée pendant 8 minutes. En 1973, Skylab fut la première station spatiale habitée, obtenant les meilleures images du Soleil prises depuis la Terre. C'était l'un des premiers laboratoires consacrés uniquement à la recherche et à l'étude du Soleil, que l'on pourrait considérer comme le grand-père des missions d'aujourd'hui. Actuellement, une flotte de 20 sondes spatiales scrute et étudie le Soleil de manière que l'on n'aurait pas pu imaginer il y a 30 ans. En l'étudiant depuis l'espace, nous pouvons le voir différemment et à différentes longueurs d'onde, des rayons X à l'ultraviolet extrême. Nous pouvons également analyser ses couches et comprendre comment et pourquoi le Soleil agit comme il le fait. Les différentes longueurs d'onde signifient différentes températures, et certaines structures sont plus visibles à certaines longueurs d'onde qu'à d'autres. Les scientifiques ont également pu observer l'intérieur du Soleil grâce à une technique appelée héliosismologie, qui utilise les propres vibrations de l'astre pour étudier son activité interne. Le Soleil n'est pas un corps solide, c'est une gigantesque boule de gaz. Il oscille et vibre, et si nous mesurons ses fréquences d'oscillation, nous pouvons en déduire la structure interne. Si nous observons le Soleil pendant une longue période avec de bonnes caméras et des ordinateurs, nous pouvons voir ses couches, observer les effets des turbulences qui les ont créées et les courants. Nous pouvons même utiliser cette méthode pour imaginer la face cachée du Soleil, celle que nous ne voyons pas avant qu'il ne tourne. Grâce à l'héliosismologie, nous pouvons détecter les éruptions solaires de la face cachée. C'est un formidable outil. Les sondes spatiales n'arrêtent jamais d'observer le Soleil, et grâce à elles, les chercheurs étudient les grandes énigmes de cette étoile et en ont résolu un bon nombre. Le Soleil est l'une des plus de 2000 milliards d'étoiles de la Voie lactée, et c'est celle qui est la plus proche de nous, puisqu'elle se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre, presque la distance parcourue en faisant le tour du monde 4000 fois. Pourtant, malgré la distance, la lumière met seulement 8 minutes pour atteindre notre planète. Le Soleil existe depuis 4 milliards et demi d'années, avec encore environ 10 à 11 milliards d'années à vivre. Bien que techniquement, il s'agisse d'une étoile de taille moyenne, qualifiée d'étoile naine, elle est immense, mesurant 1 400 000 km de diamètre. Si nous pouvions la vider, elle pourrait contenir 1 300 000 planètes de la taille de la Terre. Le Soleil représente 99,8% de la masse du système solaire et pèse 300 000 fois plus que la Terre.
Il est presque entièrement composé de gaz extrêmement chauds et électromagnétiques, appelés plasma. Il a une force gravitationnelle suffisante pour empêcher les planètes du système solaire de se disperser dans l'espace. Et comme l'a suggéré Copernic, il gouverne le centre de notre système solaire avec une poigne gravitationnelle de fer. Le modèle de Copernic, qui place le Soleil au centre du système solaire avec toutes les planètes tournant autour, a été un changement de paradigme significatif, remplaçant l'idée que tout tournait autour de la Terre. Cela a rendu le Soleil central à notre système et nous a fait comprendre que nous devions comprendre ce qu'est le Soleil, tout comme toutes les autres étoiles de l'univers sont constituées de poussière d'étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a des milliards d'années, voire à l'époque du Big Bang. Notre Soleil et notre système solaire sont les restes de nombreuses générations d'étoiles. Le Soleil que nous voyons chaque jour est la source d'énergie du système solaire. Au centre, il atteint des températures de 15 millions de degrés Celsius et c'est le moteur de tout. Le processus de fusion se produit au cœur du Soleil, libérant de la lumière et des particules. Chaque seconde de lumière du Soleil libère autant d'énergie qu'1 million de bombes atomiques. Le Soleil affecte tout ce qu'il touche, et pour découvrir comment, les scientifiques s'appuient parfois sur une coïncidence cosmique importante, l'éclipse totale de Soleil. L'éclipse totale se produit lorsque, de notre point de vue, la Lune s'aligne avec le Soleil et couvre la photosphère. C'est une vision spectaculaire. Les éclipses solaires sont magnifiques. Tout devient sombre pendant quelques secondes en raison de nombreux facteurs combinés. Il fait si sombre que si vous regardez le ciel, vous voyez une ombre noire qui vient d'en haut et se dirige vers vous à des milliers de kilomètres par heure. C'est impressionnant. Pendant des milliers d'années, l'humanité a été fascinée par les mystères des éclipses. Mais pour les scientifiques, c'est maintenant une excellente occasion d'observer la couche extérieure du Soleil, la couronne énigmatique. C'est l'une des zones les plus chaudes de l'astre, et son énergie rayonne au-delà des confins du système solaire. Tout le système solaire est basé sur la couronne du Soleil, c'est-à-dire que l'atmosphère du Soleil baigne toutes les planètes. Les ingénieurs qui ont construit l'Observatoire solaire et héliosphérique, ou SOHO, ont installé une éclipse artificielle dans la sonde spatiale. Elle est appelée coronographe et imite une éclipse naturelle en bloquant les rayons du Soleil pour permettre aux scientifiques de tenter de répondre à cette question ancestrale. Comment se fait-il que la couronne solaire soit si chaude? La surface normale du Soleil, la photosphère, est à environ 5500 degrés Celsius, alors que la couronne est à des millions de degrés. Si vous vous éloignez d'une source de chaleur, vous savez qu'il fait plus froid. Mais si vous vous éloignez de la surface du Soleil, il fait plus chaud. Pourquoi? Tout commence au cœur du Soleil, où chaque seconde, près de 700 millions de tonnes d'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers, se transforment en hélium par fusion nucléaire, produisant de l'énergie qui se convertit en photons, c'est-à-dire en lumière. Le cœur du Soleil est extrêmement chaud, avec des dizaines de millions de degrés. Là, la température est si élevée que les protons, les noyaux d'hydrogène, s'accouplent, se fusionnent et forment de l'hélium, libérant ainsi de l'énergie. Ce qui se passe ensuite, c'est que les photons passent par un processus appelé chemin aléatoire, traversant la couche du Soleil. Ils sont absorbés et réabsorbés des millions de fois à différents niveaux d'énergie. Et ce processus peut durer environ 150 000 ans. Une fois qu'ils sortent de l'intérieur du Soleil, les photons ne sont qu'à 8 minutes de la Terre, mais ils laissent derrière eux un monde en constante ébullition. La surface solaire est en ébullition. L'énergie monte de dessous en spirale de plasma et d'énergie, appelée boucle coronaire, parcourt le Soleil tandis que les zones plus sombres, ou taches solaires, couvrent des centaines de kilomètres à seulement 4000 degrés. Ces taches sont les régions les plus froides du Soleil et émettent moins de lumière que les zones environnantes. Si vous preniez une tache solaire et la placiez dans le ciel loin du Soleil, elle serait aussi brillante que la pleine lune. Les taches solaires apparaissent à la surface et sont faciles à détecter, bien que leur origine provienne de l'intérieur du Soleil et de sa rotation complexe. Le Soleil ne tourne pas comme un corps solide. En fait, il tourne plus vite autour de l'équateur que des pôles, ce qui donne lieu aux taches solaires. L'équateur complète une rotation en 25 jours, les latitudes moyennes en 30 jours, et les pôles en environ 35 jours. Ce processus est appelé rotation différentielle et fait que l'intérieur du Soleil se déplace à des vitesses différentes, créant ainsi un intense magnétisme, c'est-à-dire des millions de lignes de champs magnétiques qui s'entrelacent. L'intérieur de l'astre se tord comme un élastique. Cela crée une pression, les faisant flotter, atteignant la surface et traversant, donnant ainsi naissance aux taches solaires. Une fois à la surface, les lignes de champs magnétiques inutiles empêchent le plasma chaud venant de l'intérieur de passer, formant ainsi les taches solaires. Lorsque ces taches commencent à se tordre, imaginons qu'il y a une tache ici et une autre là, et qu'un champ magnétique les relie. Lorsque ce champ magnétique se tord, il fait ce que ferait un élastique. Il explose.
Lorsqu'il explose, il libère de l'énergie, et dans le cas du Soleil et des éruptions solaires, il s'agit de grandes quantités d'énergie. Les lignes de champ magnétique générées par les mouvements des taches solaires, bien qu'invisibles, peuvent être observées dans les formations dramatiques de la surface solaire, car elles produisent des éruptions et des protubérances. C'est ici que se produit la libération du Soleil, car la rupture de ces lignes de champ magnétique libère de grandes quantités d'énergie dans le système solaire depuis l'étoile la plus proche de nous. Ces lignes de champ magnétique sont à l'origine de la plupart des théories expliquant pourquoi la couronne a des températures plus élevées que la surface. Il est évident que cela a quelque chose à voir avec les lignes de champ magnétique qui chauffent la couronne. Mais il est possible qu'il y ait des ondes dans les champs magnétiques qui transportent l'énergie depuis la surface du Soleil jusqu'à la couronne. La sonde spatiale INOD, qui signifie aube en japonais, a été lancée en 2006, avec pour mission d'étudier l'interaction entre les lignes de champ magnétique et la couronne. Récemment, elle a capturé des images d'une des ondes qui pourraient être responsables du réchauffement de cette région énigmatique, les ondes d'Alfvén. Les ondes d'Alfvén se produisent dans le plasma, le gaz ionisé enveloppé dans un champ magnétique. Et il est également supposé que ces ondes d'Alfvén pourraient transporter une énergie turbulente de l'intérieur du Soleil jusqu'à la couronne, et que cette énergie pourrait la chauffer. Les ondes énergétiques d'Alfvén provenant de l'intérieur du Soleil pourraient atteindre la surface et provoquer la vibration des lignes de champ magnétique. Grâce à cette vibration et oscillation, elles frottent contre le plasma magnétisé entourant la couronne, générant ainsi de la chaleur. Cette chaleur libérée par la couronne est ce qui chauffe l'espace et remplit le système solaire d'énergie. Jour après jour, nous avons l'impression que le Soleil est toujours le même. Mais tout comme la Terre, le Soleil a des saisons, le minimum solaire et le maximum solaire. Deux personnalités différentes qui peuvent affecter la technologie et même le climat. La période de transition entre les minimums solaires est appelée le cycle solaire. C'est une période moyenne de 11 ans, au cours de laquelle l'activité solaire atteint son maximum, puis recommence. La principale mesure du cycle de l'activité solaire est le nombre de taches solaires visibles à sa surface. Pendant le minimum solaire, lorsque le nombre de taches est le plus faible, l'activité solaire est limitée. Lorsque les taches solaires atteignent la surface pendant le maximum solaire, l'énergie du Soleil se propage plus loin. Lorsqu'il y a de nombreuses taches solaires, il y a de nombreuses éruptions et éjections de masse coronale. L'augmentation de l'activité solaire renforce la connexion entre le Soleil et la Terre. L'énergie que le Soleil dégage peut provoquer des perturbations dans l'environnement terrestre. La Terre est entourée par l'atmosphère solaire, et ce qui se passe sur le Soleil affecte la Terre. C'est ce que nous appelons le climat spatial. Nous essayons maintenant de produire des bulletins météorologiques précis pour le climat spatial, mais cela peut être une tâche assez compliquée. Le Soleil est turbulent, surtout pendant le maximum, lorsqu'il y a le plus grand nombre de tempêtes solaires. Pendant le maximum solaire, le champ magnétique de la couronne se complique beaucoup, avec des champs magnétiques partout, même près des pôles. Il peut y avoir des éjections de masse coronale, des éruptions et des tempêtes solaires plusieurs fois par jour. Les éruptions solaires et les éjections de masse proches des taches solaires retombent dans l'espace comme des éclairs rapides et puissants. Elles peuvent apparaître en quelques minutes et libérer autant d'énergie qu'un milliard de mégatonnes de dynamite. Les éruptions solaires libèrent d'énormes quantités d'énergie solaire à partir de petites zones localisées sur la surface de notre astre. Ce sont donc des injections d'énergie très concentrées qui chauffent le gaz autour d'elles à environ 10 millions de degrés. Les éruptions solaires sont comme des coups de fouet, libérant beaucoup d'énergie très rapidement et accélérant les particules à presque la vitesse de la lumière. Les particules des éruptions solaires les plus puissantes peuvent nous atteindre en environ 15 minutes. Mais l'ouragan solaire de l'espace apparaît avec les éjections de masse coronale. Ces gigantesques explosions libèrent des milliards de tonnes de gaz extrêmement chaud et de plasma dans l'espace interstellaire. Les éjections de masse coronale se produisent lorsque la surface solaire projette une immense quantité de masse et d'énergie. Imaginez cette immense quantité de masse et d'énergie voyageant depuis le Soleil à une vitesse fulgurante, parfois à plus d'1 600 000 km par heure. Elle lance d'énormes bulles de gaz chaud et de champs magnétiques, quittant le Soleil si rapidement qu'elles créent une onde de choc. Ce sont elles qui créent les tempêtes et qui sont cruciales pour comprendre le climat spatial. Les sondes spatiales, avec leurs coronographes, ont capturé des images du Soleil, lançant d'énormes quantités d'énergie dans l'espace. Mais ce qui inquiète le plus les scientifiques, c'est l'effet halo, lorsque la couronne d'énergie entoure le coronographe. Cela signifie que le Soleil a lancé sa plus grande explosion en direction de la Terre. C'est ce qui s'est passé lors des intenses tempêtes solaires de 2003. La plus grande éjection solaire jamais enregistrée a eu lieu pendant ces tempêtes.
Peu après l'explosion initiale provenant du Soleil, SOHO a reçu un bombardement de particules solaires chargées, protons et électrons, qui ont surchargé la caméra et ont empêché l'image de se former. Ce que vous voyez est une sorte de neige, semblable à des flocons brillants, qui sont les particules accélérées par l'éjection de masse coronale, percutant la caméra de SOHO. Si les astronautes ne sont pas préparés à ces tempêtes solaires, ils peuvent subir des dommages, étant exposés en quelques secondes à la même radiation que celle qu'ils recevraient en un an sur Terre. Si nous voulons envoyer des astronautes sur la Lune et sur Mars, il est important de pouvoir déterminer quand ces éjections de masse coronale et ces tempêtes se produiront. Les particules chargées des éjections sont dangereuses, contenant trop de radiation pour un astronaute. Le Soleil. Les astronautes et les satellites ne sont pas les seules victimes potentielles des tempêtes solaires. Les particules qui se dirigent vers la Terre pourraient interférer avec nos champs magnétiques, provoquant le chaos. Lorsque ce matériau entre en contact avec le champ magnétique terrestre, il fait résonner la planète presque comme une cloche. Quand vous avez un champ magnétique et qu'il bouge, selon la physique, des courants sont créés. Ces courants pourraient poser problème aux satellites en orbite autour de la Terre, perturber les systèmes de positionnement global, interférer avec les communications, provoquer des pannes de radio et détruire les systèmes de téléphonie mobile. Des éjections de masse coronale pourraient envoyer tellement de particules chargées sur la Terre que certaines pourraient pénétrer le champ magnétique terrestre et atteindre les centrales électriques, provoquant des avalanches d'électrons, des pannes de courant et des courts-circuits. Dans le pire des cas, les tempêtes solaires peuvent causer de graves interférences radio et augmenter les niveaux de radiation, obligeant les avions volant près des pôles à recalculer leur trajectoire. Cependant, bien que les tempêtes de 2003 aient été très puissantes, elles n'avaient rien à voir avec celles observées par l'astronome Richard Carrington en 1859. C'était une super éruption. La super éruption de 1859 était incroyable parce qu'avant cela, nous ne savions même pas que les éruptions existaient à l'œil nu. Et pour qu'ils puissent la voir ainsi, il devait s'agir d'une éruption immense. Il est documenté que certaines lignes télégraphiques ont fonctionné sans électricité. Il est probable que nous ne verrons pas de telles tempêtes de notre vivant, bien qu'il soit difficile de l'affirmer. Parfois, le Soleil nous a surpris. Le Soleil. Si aujourd'hui, une tempête aussi puissante nous frappait, selon une étude récente, des millions de personnes seraient sans électricité pendant des mois. La plupart des infrastructures électriques et des systèmes de distribution d'énergie dans le monde seraient inutilisables. Les transformateurs subiraient des surtensions et une grande partie de la population mondiale resterait sans électricité pendant des mois. Cela coûterait d'immenses sommes d'argent, estimées à environ 2000 milliards de dollars. Nous ne le saurons pas avant que cela ne se produise. Mais plus nous sommes avertis, plus nous pouvons faire pour réduire l'impact économique, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles nous étudions le Soleil. Nous commençons à mieux comprendre comment et quand cela se produit, bien que nous ne puissions toujours pas les prédire. Cependant, il existe tout un domaine appelé climat spatial, et grâce à cela, nous pourrions comprendre, prédire et dire aux astronautes quand les tempêtes approchent pour qu'ils puissent se mettre à l'abri et mettre les satellites en sécurité. Les entreprises d'électricité pourraient désormais agir si elles savaient que de tels événements allaient se produire, en essayant de rendre les centrales moins sensibles aux dommages. Depuis le lancement de la mission Stéréo, l'Observatoire des relations Soleil-Terre, les scientifiques se rapprochent de la capacité de prédire les tempêtes. Ce couple de sondes leur permet de voir le Soleil en 3 dimensions. Maintenant, lorsque l'une de ces éjections de masse coronale se dirige vers nous, nous voyons tout de côté. Nous connaissons donc sa vitesse et sa structure. En 2011, les sondes Stéréo atteindront le point idéal, se plaçant de part et d'autre du Soleil, permettant à la NASA d'avoir une vue à 360 degrés. Nous pourrons ainsi voir ce qui vient de la face cachée du Soleil, avant que cela n'atteigne la Terre. Pour la première fois, nous pourrons voir le Soleil sous tous les angles, ce qui nous permettra de prédire ce type de tempête. Le maximum solaire est difficile car il augmente la température du climat spatial. Cependant, l'autre période du cycle solaire, la période de calme ou minimum solaire, a également ses propres dangers. Lorsque le nombre de taches solaires diminue, le climat terrestre est plus froid. 2008 a connu le niveau le plus bas de taches solaires depuis un siècle, avec 266 jours sans taches solaires. En 2008, nous avons atteint le minimum de taches solaires. Mais maintenant, elles devraient augmenter, et ce n'est pas le cas. Cela pourrait signifier que cette période de faible activité solaire sera prolongée. Selon les scientifiques, les périodes précédentes où les minimums de taches solaires ont été atteints ont entraîné une baisse des températures terrestres. De temps en temps, le cycle de l'activité des taches solaires semble disparaître ou s'atténuer. Cela s'est déjà produit entre 1650 et 1700,
avec seulement une cinquantaine de taches solaires enregistrées, alors qu'il y en avait normalement des dizaines de milliers sur la même période. Ainsi, durant cette période, les taches solaires ont fortement diminué. Cela a été appelé le petit âge glaciaire, car le Soleil était très calme, ce qui a été accompagné de températures plus basses que la normale sur Terre, en Europe. Une mini-ère glaciaire s'est produite au cours de ces décennies. Grâce à l'atmosphère solaire qui enveloppe la Terre, notre planète est protégée des rayons cosmiques mortels. Bien que le pouvoir du Soleil nous protège, il peut aussi nous nuire. La vie sur Terre est possible aussi proche du Soleil, en partie grâce à la couche d'ozone. Mais que se passerait-il si nous perdions cette protection? Si la Terre perdait une grande partie de sa couche d'ozone, les radiations ultraviolettes du Soleil traverseraient l'atmosphère et atteindraient la surface de la planète. D'énormes quantités de rayons UV élimineraient rapidement les éléments de base de la chaîne alimentaire. Nous serions privés de plantes, puis d'animaux. Si de grandes quantités de lumière UV nous atteignaient, la vie sur Terre disparaîtrait. Et qu'est-ce qui pourrait détruire la couche d'ozone? Quelque chose dont nous sommes supposés être protégés par le Soleil, les sursauts gamma. Les sursauts gamma sont des éclats intenses et rapides de la radiation la plus puissante connue. Ces rayons gamma, les phénomènes les plus puissants de l'univers, libèrent en quelques secondes autant d'énergie que le Soleil en émettra durant toute sa vie. Ils se produisent lors de la mort des étoiles géantes ou de leur collision. Ils peuvent également être déclenchés par tout processus extrême, tel que la collision d'une étoile géante avec un trou noir. Ils se produisent quelque part dans le ciel, environ une fois par jour, et proviennent de très loin, souvent à des milliards d'années-lumière de distance. Mais à seulement 8000 années-lumière, dans la constellation du Sagittaire, une bombe potentielle attend son heure, ou VERR 104. Ce sont deux étoiles dansant une danse cosmique, complétant leur rotation une fois tous les 8 mois. L'une d'elles est sur le point de devenir une supernova et d'émettre un sursaut gamma. L'une de ces deux étoiles pourrait déclencher un sursaut gamma à tout moment, et ces rayons pourraient atteindre la Terre. Si les rayons énergétiques d'un sursaut gamma étaient dirigés directement vers la Terre, ils représenteraient un danger grave. La radiation d'un sursaut gamma serait très intense mais brève, durant entre 10 et 20 secondes, mais déclencherait une série de phénomènes qui détruiraient 50% ou plus de la couche d'ozone. Les scientifiques ont spéculé qu'un sursaut gamma pourrait avoir causé une extinction massive sur Terre il y a des millions d'années. À cette époque, la vie n'existait que dans l'océan, bien que la vie marine se trouvait dans les profondeurs de l'océan et n'ait pas été directement affectée par les radiations UV. Le plancton et la vie proche de la surface ont été anéantis, ce qui a perturbé la chaîne alimentaire. La menace est encore plus grande en raison d'une observation faite par les scientifiques au cours des dernières décennies. Une diminution de 20% de la puissance des vents solaires. Le vent solaire est l'émission constante de particules provenant du Soleil, libérant dans l'espace les champs magnétiques de la couronne solaire, qui existent même en l'absence d'éjection de masse coronale ou d'éruption solaire. Le vent solaire continue de souffler au-delà de Pluton et forme une sorte de bulle dans l'espace interstellaire. Cette bulle est protectrice car les champs magnétiques nous protègent des particules chargées venant de l'extérieur. En général, les vents solaires soufflent dans toutes les directions à des vitesses de 1 600 000 km/h, répartissant ainsi le champ magnétique invisible du Soleil et créant une barrière contre les intrusions intergalactiques pour le système solaire, l'héliosphère. L'héliosphère est la frontière où les vents solaires entrent en collision avec l'espace interstellaire. C'est la couche qui entoure tout ce qui entoure le Soleil et le système solaire. Elle protège la Terre des vents interstellaires. Récemment, les scientifiques ont découvert que l'héliosphère se rétrécit et que le système solaire est moins protégé qu'il y a quelques décennies. Par conséquent, il y a plus de rayons cosmiques de haute énergie frappant la Terre. Le vent solaire, la matière éjectée du Soleil, a diminué d'environ 25% au cours des 50 dernières années, de sorte que le bouclier héliosphérique est affaibli, et par conséquent, plus de particules énergétiques peuvent traverser et atteindre la Terre, affectant ainsi la vie sur notre planète. De temps en temps, un sursaut gamma très éloigné et puissant a pu frapper la Terre, mais la probabilité que cela se produise à nouveau est faible. Le Soleil a la capacité de nous détruire. Des milliards d'années dans le futur, lorsque le combustible de notre astre s'épuisera, il se transformera en une géante rouge qui dévorera la Terre. Cependant, en attendant, nous devons reconnaître que la vie sur Terre ne serait pas possible sans le Soleil. C'est pour cela que nous l'aimons autant. Il est fascinant de savoir comment fonctionne notre étoile. Nous sommes très chanceux d'être ici et d'avoir le Soleil pour soutenir notre planète. S'il n'y avait pas de Soleil, il n'y aurait pas de vie, car le Soleil fournit la lumière et l'énergie nécessaires. Les scientifiques savent cela, et c'est pourquoi ils se concentrent sur l'étude de cette étoile fascinante. Nous vivons dans l'atmosphère du Soleil. Bien que les scientifiques connaissent de nombreuses choses sur le Soleil, ils découvrent constamment des éléments fascinants et nouveaux. Récemment, on a
Les scientifiques ont découvert que la pression du vent solaire a diminué au cours des 25 dernières années. En conséquence, l'héliosphère, la zone où la pression du vent solaire se termine, a rétréci. Une héliosphère affaiblie augmente les chances que la Terre soit exposée aux dangers et aux attaques de matériaux cosmiques intergalactiques. Si les vents solaires diminuent, l'héliosphère se rétrécira et il sera plus facile pour les rayons cosmiques d'entrer dans le système solaire. En fait, le nombre d'électrons énergétiques, une petite mais importante composante des rayons cosmiques autour de la Terre, a augmenté de 20%. Il semble que le nombre d'électrons dans les rayons cosmiques ait augmenté, ce qui est normal si les vents solaires ont diminué de 20 à 30% au cours des 50 dernières années. La bulle s'est réduite et il est logique que les rayons cosmiques aient augmenté. La bonne nouvelle est que nous vivons sur une planète dotée d'une atmosphère et d'un champ magnétique dense, ce qui nous offre deux types de boucliers pour nous protéger. Après des milliards d'années, le Soleil et la Terre ont développé un équilibre parfait pour permettre la vie sur notre planète. Le système solaire se trouve dans la zone habitable stellaire, ni trop chaude ni trop froide. Le Soleil nous fournit la lumière nécessaire, la chaleur nécessaire et l'énergie suffisante pour que notre planète et la vie sur Terre puissent exister. Le Soleil rend tout cela possible. Le Soleil est la source d'énergie de la Terre. Toute l'énergie qu'il produit réchauffe la Terre, ce qui donne lieu à notre climat. Il contrôle notre climat. Le Soleil est fondamentalement la source d'énergie, notre batterie, qui contrôle tout l'environnement terrestre. Les plantes captent l'énergie du Soleil à travers la photosynthèse, créant des glucides. Les gens et les animaux consomment ces glucides et les transforment en énergie utilisable. Même les combustibles fossiles, qui sont à la base de notre vie moderne, ont été créés par le Soleil. Cependant, notre utilisation excessive de ces combustibles semble altérer l'équilibre entre la Terre et son étoile la plus proche. Puisque tous les matériaux vivants reçoivent leur énergie du Soleil, le Soleil est la source de tous les combustibles fossiles, qu'il s'agisse d'arbres ou de matériaux piégés dans les roches et transformés en hydrocarbures au fil de millions d'années. Nous avons récolté ces combustibles fossiles et maintenant, nous les utilisons. Les combustibles fossiles que nous brûlons aujourd'hui libèrent l'énergie solaire d'il y a des millions d'années, mettant en péril l'équilibre entre notre planète et son étoile la plus proche. Si nous brûlons tout, l'atmosphère changera au point de devenir méconnaissable bien avant que nous manquions de combustibles fossiles. Nous avons déjà vu les effets de l'excès d'énergie solaire en raison de l'augmentation des températures mondiales. La libération de millions de tonnes d'ancienne énergie solaire stockée dans les combustibles fossiles amplifie le processus naturel nécessaire, créant ainsi ce qu'on appelle l'effet de serre. Beaucoup de gens pensent que l'effet de serre est mauvais. Ce n'est pas vrai. L'effet de serre maintient la Terre au chaud, sans quoi les océans gèleraient. Ce qui est mauvais, c'est un excès d'effet de serre. Trop de dioxyde de carbone, de vapeur d'eau et de méthane dans l'atmosphère terrestre retiennent trop de chaleur solaire, augmentant ainsi la température moyenne de la planète et provoquant le réchauffement climatique. Cela pourrait entraîner la fonte des calottes glaciaires et l'élévation du niveau de la mer, ce qui serait catastrophique si cela se produisait trop rapidement. En conséquence, l'atmosphère non seulement accumulerait plus de chaleur, mais pourrait également commencer à se décomposer. Les cellules solaires font partie d'une technologie qui a fait le voyage de l'espace à la Terre. Lorsque nous avons commencé à travailler sur les programmes Apollo, Mercury et Gemini, nous avions besoin de centrales électriques dans l'espace. Les cellules solaires étaient donc une source naturelle d'électricité. Aujourd'hui, il existe deux façons d'exploiter l'énergie solaire. L'énergie solaire thermique, qui convertit l'énergie du Soleil en chaleur, la concentre et actionne des turbines avec, et les panneaux solaires, qui utilisent une technologie à base de silicium pour convertir l'énergie solaire en électricité. On peut également utiliser indirectement l'énergie solaire grâce aux éoliennes, qui capturent l'énergie produite par le climat, que le Soleil aide à créer. Ces technologies sont en constante évolution, mais bon nombre des nouvelles technologies les plus intéressantes se basent sur un processus très ancien, la photosynthèse. Nous avons découvert de grands avantages en passant du monde des cellules solaires semi-conductrices aux cellules solaires organiques. Les scientifiques cherchent à imiter la nature et ont réussi à produire de l'électricité à partir d'un produit que l'on trouve sur les marchés, les épinards. Toutes les plantes vertes contiennent des molécules organiques, mais celles des épinards sont les meilleures pour cultiver ce peptide, cette molécule. Les chercheurs ont placé ce peptide entre deux matériaux conducteurs, et lorsqu'il est exposé à la lumière solaire, les électrons circulent et produisent un courant électrique. Ainsi, les molécules organiques peuvent devenir de petites cellules solaires. Pour maintenir l'équilibre entre la Terre et notre étoile la plus proche, il est évident que nous devons nous concentrer sur la recherche de moyens de vivre avec l'énergie que le Soleil nous fournit aujourd'hui. En fin de compte, tant que le Soleil brillera, nous aurons de l'énergie solaire. Mais que se passerait-il si le Soleil émettait trop d'énergie?
Les éléments qui composent le Soleil, la Terre et même les êtres humains proviennent tous du même endroit, de la poussière cosmique, c'est-à-dire des restes des étoiles qui ont vécu il y a des milliards d'années. Mais tout comme ces étoiles sont mortes, notre Soleil mourra également. Dans 5 milliards d'années, le Soleil sera beaucoup plus puissant, plus brillant et plus grand. Il arrivera un moment où le Soleil aura consommé tout son hydrogène et lorsqu'il en sera ainsi, il commencera à brûler. À un moment donné, le Soleil se dilatera et deviendra une géante rouge. En se dilatant, il sera plus grand et envahira le système solaire. L'orbite des planètes s'élargira également, car elle ne sera pas aussi grande. Pendant cette phase, les instabilités, que j'appelle des éructations cosmiques, feront que la couche externe du Soleil sera lentement éjectée. Les couches externes de la géante rouge se détacheront tranquillement, et les couches internes ioniseront le nuage de gaz entourant l'étoile, le faisant briller. Ainsi, notre Soleil sera entouré de nuages de gaz lumineux, formant ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, qui prendra des formes magnifiques. Certaines seront rondes, mais d'autres se déformeront et prendront d'autres formes, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas symétriques. Ce qui restera sera le centre contracté du Soleil, et il ne produira plus de nouvelle énergie par les réactions nucléaires, car il n'y en aura plus. Ainsi, il continuera à se contracter et à s'éteindre avec le temps. C'est très similaire au processus de formation des supernovas, mais le Soleil n'est pas assez grand pour former une supernova. Ainsi, à la fin, il se transformera en ce que nous appelons une naine blanche. Ce qui restera sera une naine blanche, une étoile relativement petite, une étoile retraitée, heureuse et tranquille. Elle aura la taille de la Terre, pas plus petite, et deviendra une roche très comprimée, libérant son énergie et devenant de plus en plus froide et faible jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de notre vue. La mort du Soleil aura un effet dévastateur sur le système solaire. Si l'expansion massive ne dévore pas les planètes les plus proches, y compris la Terre, il est très probable qu'elles changeront d'orbite et surchaufferont. La surface de la Terre sera carbonisée et la planète se consumera. De toute façon, imaginez un Soleil 1000 à 2000 fois plus brillant qu'aujourd'hui. La Terre deviendra extrêmement chaude et ce ne sera plus un endroit agréable pour la vie. Il est possible qu'elle surchauffe avant la mort du Soleil, car ce dernier se réchauffera avant de devenir une géante rouge et de devenir plus grand que l'orbite de la Terre. Elle se réchauffera à un moment donné et il fera tellement chaud sur Terre que l'eau bouillira, les océans s'évaporeront et la vie telle que nous la connaissons cessera d'exister. Si quelque chose reste sur Terre, le Soleil se contractera pour devenir une naine blanche, et alors la Terre se congèlera au lieu de se réchauffer. Ce ne sera pas un endroit propice à la vie. Cela ne se produira pas avant des milliards d'années. Cela fait seulement 50 ans que nous avons des fusées et des satellites dans l'espace. Et nous parlons de milliards d'années. Donc, d'ici là, nous aurons probablement voyagé à travers le système solaire et trouvé des endroits où la température est similaire à celle de la Terre aujourd'hui, ou même découvert des endroits au-delà du système solaire. Par conséquent, je ne m'inquiéterai pas trop de ce qui arrivera au Soleil dans 5 milliards d'années. Le Soleil nous a donné la vie, et il est possible qu'il nous la prenne. Même si la Terre mourra, d'une manière ou d'une autre, ce qui est sur elle pourra continuer à vivre. La poussière cosmique qui a donné naissance à la Terre et à ses habitants pourra un jour devenir la poussière d'étoiles qui donne naissance à une nouvelle génération de planètes, d'étoiles et de vie. En fin de compte, nous sommes de la poussière d'étoiles, où nous nous congèlerons progressivement jusqu'à disparaître. Les scientifiques imaginent l'inimaginable et parviennent à des idées folles sur la manière dont tout cela se terminera. C'est la fin de l'univers. Une bataille se déroule aux confins les plus lointains de l'univers. Personne ne peut la voir, mais les scientifiques sont certains qu'elle a lieu et que le résultat sera désolant. L'univers arrivera à sa fin. Cela ne se produira pas avant des milliards d'années, mais il n'y a pas d'échappatoire. Calculer quand cela se produira est le défi des astrophysiciens du monde entier. Ils dirigent des équipements de pointe vers le ciel pour percer le mystère de notre destin. Les possibilités sont terrifiantes. Une option est que la gravité ramène l'univers sur lui-même, semblable à ce qui se passe lorsqu'on lâche un ballon gonflé. L'univers revient à sa taille d'origine. C'est le grand écrasement. Ce serait la fin de l'univers, dans une immense boule de feu, alors que toute la matière s'effondre sur elle-même. Ce serait très dramatique. Ensuite, il y a le grand refroidissement. L'univers s'étend jusqu'à ce que les fours nucléaires qui alimentent toutes les étoiles s'épuisent. L'univers se refroidit et meurt. Une deuxième possibilité est en fait plutôt triste. L'univers continue de s'étendre pour toujours et devient simplement de plus en plus froid et solitaire à mesure que l'expansion éloigne nos voisins les plus proches. Et nous finissons par être une seule communauté isolée d'étoiles et de galaxies. D'autre part, il pourrait y avoir une fin beaucoup plus spectaculaire, où tout est déchiré jusqu'au dernier atome, un peu comme un ballon trop gonflé qui éclate. C'est beaucoup plus dramatique que le grand refroidissement,
et aussi fatidique que le Big Crunch. L'univers continue de s'étendre, mais à un rythme de plus en plus rapide. Et en fait, la vitesse devient telle que même la trame du temps et de l'espace ne peut plus maintenir l'univers uni. Quelle que soit la forme que cela prendra, la conclusion sera dramatique. Pour comprendre comment cela pourrait se terminer, les scientifiques se concentrent sur la manière dont tout a commencé. Le mystère commence à se résoudre ici, à l'observatoire du mont Wilson, surplombant Pasadena, en Californie. En 1929, en observant à travers ce qui était alors le plus grand télescope du monde, Edwin Hubble fit une découverte étrange. L'univers est en expansion. Cette découverte nous a offert une image totalement nouvelle de l'univers, qui est un environnement dynamique, évoluant au fil du temps. Cela a changé la conception statique et immuable que les gens avaient du cosmos. Le fait que l'univers se dilate impliquait qu'il avait un point de départ, un commencement. Cela a conduit à l'idée qu'en remontant le temps, nous pourrions trouver le moment où tout a commencé, et de là est née l'idée du Big Bang. Le Big Bang, cette fraction de seconde où l'univers et tout ce qu'il contient sont nés dans une explosion à partir d'un point plus petit qu'un atome. Une idée fausse commune à propos du Big Bang est que nous pouvons identifier un lieu dans l'espace où il s'est produit. Mais en réalité, il est plus approprié de penser au Big Bang comme une création simultanée partout dans l'univers, qui continue ensuite de s'étendre. Si l'univers s'est élargi depuis le Big Bang, les scientifiques doivent prendre en compte le fait qu'il pourrait cesser de s'étendre à un moment donné. La question est, comment cela se produira-t-il? La réponse la plus évidente concerne la gravité. Ce qui monte doit redescendre. Les étoiles, les galaxies, et tout le reste pourrait inverser leur direction, et l'univers pourrait s'effondrer en un Big Crunch, ce que certains scientifiques imaginent comme le dégonflement d'un ballon après l'avoir laissé échapper. Ce serait la fin de l'univers, une immense boule de feu, alors que toute la matière s'effondre sur elle-même. Mais avec l'apparition de nouvelles données, la théorie du Big Crunch a été reléguée au second plan. Les cosmologistes ont calculé qu'il doit y avoir une forme d'énergie qui empêche l'effondrement de l'univers. L'existence d'une telle force a conduit à de nouvelles théories sur la composition de l'univers et sur la manière dont il pourrait se terminer. Et les indices sur la façon dont cela pourrait se produire se trouvent dans l'un des phénomènes les plus puissants et mystérieux du cosmos, les trous noirs. Prédire la fin de l'univers implique l'utilisation des technologies les plus avancées connues de l'humanité. Sur un volcan reculé, sur l'île d'Hawaï, des astronomes surveillent une bataille dans l'espace qui façonne le destin de l'univers. À une altitude de près de 4300 mètres, les télescopes permettent aux astronomes du monde entier de se rapprocher de l'espace pour obtenir une vue plus claire du cosmos. Ils viennent ici parce que les télescopes fonctionnent mieux loin des lumières de la ville et aussi haut que possible, au-dessus de l'air pollué de la Terre. Les conditions sévères rendent le travail ici difficile, mais pour les scientifiques à la recherche des grands mystères de l'univers, c'est un paradis. C'est un emplacement extraordinaire, mais bien sûr, l'air y est très rare. Travailler ici est extrêmement difficile, mais ces télescopes sont incroyablement puissants. Mais nous sommes des astronomes ambitieux. Nous ne nous contentons pas de chercher des objets faciles à voir. Nous nous efforçons de repérer les objets les plus ténus pour mieux comprendre les extrêmes de l'univers, les objets les plus éloignés qui nous parlent du temps où l'univers était très jeune. Ici, des astronomes comme Richard Ellis travaillent sur un problème qui consume tout le temps des cosmologistes depuis Edwin Hubble. Nous savons que l'univers se dilate, mais nous ne savons pas à quelle vitesse. Il sera difficile de prédire exactement comment l'univers finira tant que ce mystère ne sera pas résolu. La réponse se trouve dans le passé. Un astronome comme moi utilise un télescope terrestre comme une machine à remonter le temps. Nous regardons en arrière, dans le temps, pour étudier des galaxies lointaines telles qu'elles étaient il y a très, très longtemps. Les scientifiques comme lui dirigent leur télescope vers la lumière du passé, observant des objets qui confirment les théories bien établies sur le cosmos, en observant des objets que la technologie récente a permis de voir pour la première fois. Ce que les astronomes ont découvert, c'est qu'une des prédictions d'Einstein en particulier pourrait être responsable de la fin écrasante du cosmos. Il avait dit qu'il devait y avoir plus de masse dans l'univers que ce que nous pouvons voir, prédisant qu'il y aurait des poches de supergravité invisibles d'où même la lumière ne pourrait s'échapper. L'une des galaxies lointaines que les astronomes ont découvertes révélait une source puissante de rayons X émanant de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir. C'était dans la constellation du Cygne, et bien qu'elle n'émettait aucune lumière visible, il y avait quelque chose là-bas. Quelle que soit la source de ces rayons X, elle avait une masse d'environ 7 fois celle du Soleil. Il n'existait pas de nom pour cela, alors ils l'ont appelé trou noir. Les trous noirs offrent aux scientifiques une analogie sur la façon dont la théorie du Big Crunch pourrait fonctionner. Lorsque certaines étoiles épuisent leur carburant, elles s'effondrent sur elles-mêmes,
formant une masse beaucoup plus petite et beaucoup plus dense qui attire de plus en plus de matière. Tout comme ce que fait un trou noir. La force gravitationnelle est si puissante que tout ce qui s'approche d'un trou noir est piégé pour toujours. Même la lumière ne peut s'en échapper. C'est un concept fascinant que quelque chose d'invisible soit détectable et offre un aperçu de notre destin final. Cette feuille noire représente l'espace. L'espace est relativement plat. Mais lorsque vous placez cet objet massif dans l'espace, il s'incurve. Voici une pièce de monnaie. Regardez comment elle tourne en orbite de manière très circulaire autour du trou noir. L'orbite devient de plus en plus serrée à mesure qu'elle se rapproche du trou noir, jusqu'à ce qu'elle finisse par y tomber. Ce que vous voyez ici, c'est une orbite autour d'un trou noir. Et cette orbite devient très circulaire à mesure que vous vous rapprochez du centre. Finalement, la pièce de monnaie disparaît dans le trou noir. Une chose que vous pouvez dire est: que se passerait-il si notre univers finissait par s'effondrer sur lui-même? Que se passerait-il si, à un moment donné, toute la matière de l'univers s'effondrait en un immense trou noir? Alors, à la fin, vous auriez une grande singularité. Nous venons d'une singularité, et nous pourrions finir dans une singularité, et c'est une façon de le voir à grande échelle. À cette échelle macroscopique, les trous noirs et la physique qui les régit sont similaires à celles qui ont initié l'univers. Il se pourrait donc que les trous noirs existent dans des régions isolées du cosmos, et que leur force gravitationnelle soit la version miniature de la force qui pourrait entraîner l'effondrement de l'univers. Cette force, c'est la matière noire. La matière noire est ce que les scientifiques appellent parfois la colle cosmique. La matière noire attire d'autres objets grâce à sa force gravitationnelle positive, tandis que l'énergie noire exerce une force répulsive négative qui repousse les galaxies les unes des autres. Le tourbillon, dans cette démonstration, représente la force gravitationnelle de la matière noire. Le colorant vert qui s'écoule de la seringue montre comment la substance de l'univers s'effondre sous la force de la matière noire. La présence de matière noire agit comme un point de convergence pour le gaz de l'univers, unissant les structures. C'est ainsi que la Voie lactée s'est développée, tandis que l'univers s'étendait, des choses petites fusionnant en des choses plus grandes. La force positive et constructive de la gravité. Maintenant, si cette force était la seule dans l'univers, et que l'univers devait cesser de s'étendre à un moment donné dans le futur, la gravité finirait par arrêter l'expansion et tout rassemblerait à nouveau dans un Big Crunch. La matière noire est responsable de la formation des galaxies en un temps fini. Si nous devions compter uniquement sur la gravité de la matière atomique pour former des galaxies, nous n'aurions jamais eu le temps de les former. Nous n'existerions pas aujourd'hui pour poser ces questions, car il n'y aurait pas eu assez de temps pour que la gravité condense la matière atomique telle que nous la connaissons dans le cosmos. Ainsi, la matière noire doit exister pour accélérer ce processus. Cependant, l'univers continue de s'étendre, et il n'y a aucun signe qu'il s'effondre. Cela suggère que la force opposée de l'énergie noire pourrait être plus forte que la matière noire, mais il faudra que les scientifiques fassent un travail de détective pour le prouver. Ils cherchent des indices dans l'une des forces les plus violentes de l'univers. Nous étudions les étoiles qui explosent pour essayer de comprendre si elles peuvent nous donner une idée de la vitesse à laquelle l'univers se dilate. Ce sont des explosions à la fin du cycle de vie des étoiles, pas très différentes de notre Soleil. Le carburant dans le noyau de ces étoiles s'épuise, l'étoile s'effondre, son enveloppe externe s'étend, et l'étoile devient ce que nous appelons une naine blanche. Les étoiles naines blanches peuvent parfois avoir d'autres étoiles en orbite à proximité, une étoile compagne. Une explosion massive peut se produire si des restes de l'étoile compagne tombent sur la naine blanche, provoquant un spectacle de feu d'artifice formidable dans le cosmos. Les scientifiques considèrent que les étoiles qui explosent, ou supernovas, comme celles capturées dans ces images prises par le télescope Hubble, sont des indicateurs fiables de la vitesse à laquelle l'univers se dilate. Leurs brèves mais brillantes explosions permettent aux scientifiques de suivre l'expansion de l'univers et leur donnent une méthode pour mesurer sa vitesse. Essentiellement, ce sont des étoiles naines blanches qui se transforment en bombes nucléaires, éclatant avec une certaine luminosité pendant un certain temps. Cette luminosité prend un certain temps à se dissiper, et ce sont comme des chandelles ordinaires. Chacune d'entre elles apparaîtra de la même manière, peu importe où elle se trouve dans l'univers. Les astronomes mesurent la distance et la vitesse des étoiles qui explosent en mesurant la quantité de lumière rouge qu'elles émettent. Plus l'étoile s'éloigne rapidement de nous, plus sa lumière apparaît rouge. En étudiant le spectre d'une supernova, nous obtenons des indices sur sa composition chimique. Nous comprenons les vitesses à mesure que l'enveloppe de la supernova s'étend après l'explosion initiale. Il y a beaucoup de physique que nous pouvons étudier à partir d'événements individuels. La vitesse d'expansion des galaxies contenant des étoiles comme les supernovas peut alors être utilisée pour interpréter comment le reste de l'univers se dilate.
Nous savons cela parce que nous pouvons comparer les vitesses des galaxies avec leur distance. Ce sont les indices qui mènent les astronomes à répondre à la question de savoir quand l'univers changera de direction et se regroupera dans un Big Crunch, ou si cette information pourrait mener à une conclusion totalement différente. Le docteur Ellis examine les indices depuis l'observatoire, tandis que le télescope se trouve au sommet d'un immense volcan. Il est dans une salle d'observation ailleurs sur l'île, aujourd'hui. Le spectre des émissions semble être dans le rouge, dans la partie rouge, je pense. Pendant ce temps, il est également à l'Institut de technologie de Californie à Pasadena, évaluant la lumière d'une galaxie lointaine captée par le télescope à Hawaï. Il regarde pour voir si certains des composés chimiques connus de la galaxie sont dans le spectre rouge et s'éloignent encore plus. Nous pouvons interpréter cela comme une vitesse, comme la vitesse à laquelle la galaxie s'éloigne de nous, et nous pouvons interpréter comment tout l'univers se comporte, comment il s'étend. Interpréter le décalage vers le rouge est la pierre angulaire de la recherche pour comprendre le destin de l'univers. Ce n'est que récemment que nous avons pu obtenir des images plus claires de l'univers qui ont conduit les cosmologistes à conclure que le décalage vers le rouge des galaxies lointaines est plus important que ce qui avait été prévu précédemment. Cela est incroyable. L'univers ne fait pas que s'étendre, il s'accélère. Rien dans le cosmos observable n'explique un univers qui s'accélère, mais les données semblent irréfutables. Cela doit signifier qu'une force invisible travaille contre la gravité. Les cosmologistes ont inventé un nom pour cette force, l'énergie noire. Lorsque l'univers était jeune, la gravité était la force la plus dominante. Ce que nous voyons ici, ce sont les galaxies comme des particules à la surface de l'eau, maintenues ensemble par la gravité. Et à un certain moment, il y a environ 7 milliards d'années, l'énergie noire et la gravité étaient à peu près équilibrées. Mais l'univers a continué de se dilater, la densité a diminué, et l'énergie noire a commencé à dominer. À partir de là, l'univers a commencé à s'accélérer. L'énergie noire est donc maintenant la propriété dominante de l'espace. L'univers a commencé avec une certaine quantité d'énergie, et nous essayons de comprendre combien d'énergie il y a. Nous savons que l'univers s'étend vers l'extérieur avec le temps, et nous savons aussi que l'expansion de l'univers s'accélère. Ce que nous ne savons pas, c'est si cette accélération va ralentir ou non. Nous essayons de comprendre cela. Pour comprendre ce qui va arriver au destin de l'univers, nous devons savoir combien d'énergie il y a, combien de matière il y a. L'histoire de l'univers est en réalité une bataille entre la matière noire et l'énergie noire. Les deux forces sont opposées. Ainsi, l'histoire de l'univers et son destin final sont en réalité la compétition entre ces deux forces. La théorie du Big Crunch était le résultat de l'interprétation des scientifiques selon laquelle la matière noire est la force dominante, mais les astronomes soupçonnent maintenant que l'énergie noire pourrait être bien plus forte. Si c'est le cas, la fin pourrait être dramatique et violente, déchirant des systèmes solaires, des étoiles, et finalement, cela pourrait devenir si fort que cela déchirerait la matière elle-même, brisant les liaisons, séparant les atomes, réduisant tout en particules fondamentales, et ce serait la fin de l'univers. La bataille entre la matière noire, la force qui maintient l'univers ensemble, et l'énergie noire, la force qui cherche à le déchirer, conduit l'univers sur la voie de la destruction. Si la matière noire gagne, l'univers pourrait s'effondrer. Si l'énergie noire l'emporte, le cosmos pourrait se désintégrer. L'expansion deviendrait si forte qu'elle déchirerait tout l'univers. Ce serait un étrange retournement du destin. L'énergie noire, la force qui a poussé la matière à former un univers magnifique, continue de l'éloigner et l'entraîne vers sa mort. Pour savoir si l'énergie noire est vraiment en train de gagner la bataille, les scientifiques doivent d'abord comprendre à quelle vitesse l'univers se dilate vraiment. La caractéristique la plus extraordinaire de l'univers est qu'il est en expansion. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Nous pouvons l'illustrer avec ce ballon. À mesure que nous le gonflons, nous voyons que chaque point dessiné sur ce ballon noir, comme le ciel nocturne, s'éloigne de tous les autres points. Mais il y a une autre chose que nous savons sur l'univers et son expansion. L'expansion s'accélère. Le fait que l'univers s'accélère, qu'il grossisse de plus en plus rapidement, et nous ne savons pas exactement à quelle vitesse il s'accélère. Mais s'il s'accélère suffisamment vite, quelque chose de vraiment dramatique pourrait se produire. L'univers pourrait se déchirer dans un grand déchirement. C'est parfait. C'est fantastique que tu aies préparé cela. C'est comme une version géante de la démonstration que je fais en classe. Le docteur Robert essaie une expérience terrestre pour montrer comment l'énergie noire affecte l'accélération de l'univers. Il utilise un pistolet à billes de peinture monté sur un camion. Oui, et nous pourrions ajuster l'angle de n'importe quelle manière que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est bon. Bien, ce que nous allons faire maintenant, c'est tirer sur ces ballons. Et tu peux imaginer que les ballons représentent des galaxies dans l'univers. À l'origine, ils sont tous ensemble, mais lorsqu'on tire dessus, ils commencent à s'éloigner les uns des autres à mesure que l'univers se dilate.
Et ce qui est important ici, c'est la vitesse. Plus tu tires fort, plus les ballons s'éloignent rapidement. À mesure que les ballons s'éloignent, les uns après les autres, tu vois qu'ils s'éloignent de plus en plus vite. Voilà ce que fait l'univers, il s'accélère. L'idée est que l'univers s'accélère de plus en plus et que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse de plus en plus rapide. Ce que nous voulons savoir, c'est à quelle vitesse l'univers s'accélère et ce que cela nous dit sur l'énergie noire et l'avenir de l'univers. Il y a une chose vraiment intéressante que nous essayons de mesurer, la vitesse à laquelle les galaxies s'éloignent les unes des autres. Si cette expansion continue de s'accélérer, les distances entre les galaxies deviendront tellement grandes qu'elles seront inaccessibles pour toujours. Cette théorie, appelée le grand déchirement, pourrait voir l'univers se déchirer, désintégrant toute la matière en ses éléments les plus fondamentaux. Ce serait la fin de tout ce que nous connaissons. L'idée du grand déchirement est celle où l'univers continue de s'étendre, où l'énergie noire domine tout, et où toutes les forces qui maintiennent les choses ensemble, les galaxies, les systèmes solaires, les atomes, sont déchirés. Le point de rupture serait lorsque l'expansion deviendrait si rapide que même les forces qui maintiennent les atomes ensemble ne pourraient plus résister. Cela pourrait littéralement déchirer la matière, et ce serait la fin de l'univers. Les scientifiques explorent diverses théories pour expliquer ce qui pourrait arriver dans un univers dominé par l'énergie noire. Une des théories est que l'énergie noire pourrait continuer à augmenter, devenant de plus en plus puissante jusqu'à ce qu'elle déchire tout, y compris la matière elle-même. Une autre théorie est que l'énergie noire pourrait s'estomper avec le temps, permettant à la gravité de reprendre le dessus et de provoquer un effondrement final de l'univers, un Big Crunch. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que l'énergie noire est la force dominante de l'univers, et que cela a des implications énormes pour le futur de tout ce que nous connaissons. Les scientifiques, avec des télescopes de plus en plus puissants, continuent de chercher des indices qui pourraient révéler davantage sur la nature de l'énergie noire et son impact sur le destin de l'univers. L'avenir est incertain, mais une chose est claire, l'univers ne sera pas toujours comme nous le connaissons aujourd'hui. Energie, die wir nutzen. Ein großer Teil der neuen, interessanten Technologien basiert auf einem sehr alten Prozess, der Photosynthese. Wir haben große Fortschritte erzielt, indem wir von anorganischen zu organischen Solarzellen übergegangen sind. Wissenschaftler versuchen, die Natur nachzuahmen und haben es geschafft, Elektrizität aus einem alltäglichen Produkt zu erzeugen. Spinat. Alle grünen Pflanzen enthalten organische Moleküle, aber die von Spinat sind besonders effektiv. Diese Moleküle können in Solarzellen integriert werden, um Energie zu erzeugen, wenn sie Sonnenlicht ausgesetzt werden. Der Übergang zur Nutzung der Energie, die uns die Sonne heute bietet, ist entscheidend, um das Gleichgewicht zwischen Erde und unserer nächstgelegenen Sonne zu erhalten. Kurz gesagt, solange die Sonne scheint, wird es Solarenergie geben. Aber was wäre, wenn die Sonne zu viel Energie liefern würde? Die Elemente, die die Sonne, die Erde und sogar die Menschen ausmachen, stammen alle aus einem gemeinsamen Ort, dem kosmischen Staub. Diese Überreste von Sternen, die vor Milliarden von Jahren lebten und starben, sind die Bausteine für neue Generationen von Planeten, Sternen und Leben. Aber so wie diese Sterne starben, wird auch unsere Sonne eines Tages sterben. In etwa 5 Milliarden Jahren wird die Sonne viel mächtiger, heller und größer werden. Schließlich wird ihr Wasserstoff aufgebraucht sein und sie wird zu einer roten Riesen werden, die so groß ist, dass sie das gesamte innere Sonnensystem verschlingen könnte. Die Erde wird vermutlich verbrennen, die Ozeane verdampfen und alles Leben wird verschwinden. Wenn sich die Sonne dann zu einer weißen Zwerg zusammenzieht, wird die Erde zu einem kalten, lebensfeindlichen Ort. Am Ende werden die Überreste der Sonne verblassen und aus unserer Sicht verschwinden. Aber auch wenn die Erde stirbt, wird das, was hier war, weiterleben. Vielleicht als Teil einer neuen Generation von Sternen und Planeten, irgendwo da draußen im Universum. Die Wissenschaftler stellen sich das Unvorstellbare vor und denken darüber nach, wie das Universum enden könnte. Eine Theorie ist, dass die Gravitation das Universum zurückzieht und alles auf einen Punkt komprimiert, bis nichts mehr übrig ist. Dies wäre das sogenannte Big Crunch. Eine andere Möglichkeit ist, dass sich das Universum immer weiter ausdehnt und schließlich alle Sterne ausbrennen, was zu einem Big Freeze führt, einem kalten, dunklen, leblosen Universum. In jedem Fall bleibt das Schicksal des Universums ein Rätsel, das die Wissenschaftler weiterhin zu lösen versuchen. Sie richten ihre Teleskope auf den Himmel, um mehr über die Entstehung des Universums zu erfahren und vielleicht eine Antwort auf die Frage zu finden, wie wird es enden? À ce stade, n'as-tu pas encore vu cet autre documentaire sur l'espace? Moi, je ne le manquerai pas, hein?